Bonsoir. Donc on va peut-être commencer maintenant. Alors, Pierre Quay, nous vous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation au nom de l'école, de l'Ardepa et de notre studio Utopos qui a également bénéficié de votre présence cet après-midi dans le studio. C'est très bien. Cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre du cycle de conférences adossé à l'exposition Agriculture et Architecture. Donc je vous présente brièvement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, dirigez le centre Jean Pépin, qui est une unité mixte CNRS et École normale supérieure. Vous avez fondé le groupement de recherche international du CNRS Savoir artistique et traité d'art de la Renaissance aux Lumières. Vous avez mené des recherches sur le De Architectura de Vitruve, sur la théorie architecturale à l'âge classique et humaniste, et traduit en français avec François Choët, L'art d'édifier, de Léon Battista Alberti. Vous êtes également l'auteur de Critique de la destruction créatrice, paru en 2015, Comme un nouvel atlas en 2019 et Durée en 2020. Dans ce dernier ouvrage, vous menez une recherche philosophique sur les savoirs de l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, au travers de questionnements sur la technique, le temps, la durée, et notamment par les notions de dilatatio et dilatio. Peut-être que vous en parlerez ce soir, je ne sais pas. Et je note enfin, dans le paragraphe maintenance de durée, il s'agit non plus, comme dans les temps passés, de s'opposer à notre environnement pour assurer les conditions de notre propre survie, mais d'assurer la survie de notre environnement pour assurer la nôtre, tant la première est devenue la condition de la seconde, ce à quoi précisément s'efforce la maintenance. Je vous laisse la parole. Merci François, merci de votre généreuse présentation, merci de votre invitation et puis merci à toutes et à tous de votre présence. Alors je lis le titre derrière moi, Architecture et maintenance. Je crois qu'il est utile peut-être que je précise mon propos pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne vais pas parler directement de la politique de maintenance des édifices. C'est une question importante, c'est une question technique et je ne prétends pas avoir les compétences nécessaires pour en traiter. Mais je vais parler de façon plus vaste, plus générale de l'architecture comme maintenance. C'est-à-dire de l'architecture comme maintenance de la société et de son système productif. Autrement dit, l'architecture pour protéger, réparer, apaiser. Ou encore, l'architecture non pas comme objet ou comme patient de la maintenance, mais au contraire comme le sujet ou comme l'acteur, l'actrice de cette même maintenance. Ce qui veut dire autre chose que la maintenance n'est pas un acte second, comme on le pense habituellement, qui viendrait après la création. On répare ce qu'on a créé, ce qu'on a fabriqué, mais la création, la conception vient en premier et puis la maintenance en second. Non, la maintenance vient en premier. Elle gouverne la création, la production, et c'est précisément pour cette raison qu'elle assure la durée. Je vais prendre un exemple. François a rappelé que j'avais traduit L'art d'édifier d'Alberti avec François Choët. Et je vais prendre l'exemple de ce traité majeur de la théorie architecturale. C'est un traité qui se divise en trois parties. Une partie consacrée à la conception, une autre consacrée à la typomorphologie, aux différents types de bâtiments de la tradition romaine, et puis une troisième partie consacrée à l'ornement et à l'embellissement des édifices. Et ça, ces trois parties se répartissent en 9 livres. Et puis, il y a un 10e livre, qui est un livre important pour la question de la maintenance, c'est le livre qui s'appelle « De la réparation ». Voilà.
Et les éditeurs d'Alberti, à la fin du XVe siècle, ont mis ce livre-là à la fin, parce qu'ils considèrent que les questions de maintenance ou de réparation sont des questions qui viennent postérieurement à la production, à la conception et à la production. Mais quand on étudie avec attention la conception même du traité d'Alberti, lorsqu'on essaye de dater chacun des 10 livres, comme j'ai essayé de le faire, on se rend compte de quelque chose qui est très surprenant, c'est que ce livre de la réparation, c'est probablement, même très certainement, le premier livre qu'Alberti ait écrit sur l'architecture, un livre qu'il a probablement écrit une dizaine d'années avant les livres sur la conception, comme si la question de la réparation ou la question de la maintenance avait été le premier souci de ce grand théoricien fondateur de la théorie de l'art à l'âge humaniste et classique. Alors, une fois ce cadre posé, je vais maintenant traiter de l'architecture d'une façon sans doute un peu déroutante pour certains, mais je sors de l'atelier de François et d'Alexandre, et on a finalement beaucoup parlé de questions d'économie, non seulement de la faisabilité économique des projets, mais aussi comment l'architecture pouvait contribuer à soutenir, renforcer des projets qui reposent sur des systèmes de production, des systèmes d'exploitation, alors agricoles, dans le cadre de l'exposition de Sébastien Marot. Et je vais insister ce soir très fortement sur les liens entre architecture et économie, parce que cette notion d'architecture comme maintenance prend son sens si on la réinscrit dans ce lien entre architecture et économie. Et je vais à nouveau revenir sur Alberti, vous voyez, un auteur plein de ressources. Alors, vous connaissez tous, ou presque tous, son traité d'architecture, l'art d'édifier, qui a finalement aujourd'hui assez connu dans les écoles d'architecture, mais Alberti a écrit une autre grande œuvre majeure dans sa propre production, une œuvre qui est moins connue, en tout cas dans les écoles d'architecture, mais qui, par exemple, en Italie, est extrêmement connue, parce que c'est une œuvre littéraire, c'est un dialogue, c'est même le premier dialogue familier et domestique de la littérature italienne, et donc dans les lycées italiens, on enseigne ce dialogue qui s'appelle le De Familia, de la famille. Alberti lui-même est le fils d'une famille marchande de Florence très importante dans l'histoire de la Florence du XIVe et du XVe siècle. Et ce qui nous intéresse, c'est pas, pour le coup, le caractère littéraire de ce dialogue, c'est le fait que ce dialogue des Familia est d'abord et essentiellement un traité d'économie de la famille, d'économie domestique. Enfin, domestique, c'est une grande famille marchande internationale, les Alberti, mais qui repose évidemment sur les liens familiaux. Et j'ai voulu réfléchir, j'ai écrit là-dessus, sur l'articulation de ces deux textes, sur le rapport que le traité d'architecture pouvait entretenir avec ce dialogue, ce traité d'économie, pour mettre en place ce que j'ai appelé l'économie-architecture, qui, à mon sens, contribue à mieux définir toute une part de l'économie des sociétés d'Ancien Régime. Je tiens à vous rappeler que les industries de la construction, les bâtiments civils, la castramétation, l'architecture militaire et les chantiers navals, c'est la première industrie, aussi bien par les investissements que par la main-d'œuvre mobilisée. C'est la première industrie des sociétés d'Ancien Régime. Il faut le rappeler. Donc, il faut avoir en tête que l'architecture, elle vient d'une instauration économique du monde extrêmement forte. Et je montrerai tout à l'heure que les données n'ont pas à ce point changé. Alors, on me dira, oui, mais bien sûr, tous les arts
s'inscrivent dans un contexte économique et possèdent leur propre économie. Mais il y a sans doute quelque chose de plus ambitieux dans l'architecture, la possibilité, et c'est ce que je vais essayer de défendre devant vous ce soir, la possibilité de transformer par la médiation architecturale le système productif vers un développement véritablement durable. Développement véritablement durable, je vais me le définir, à mes yeux, un développement véritablement durable. Je ne vais pas rentrer sur les débats que me porte ou qu'entraîne ce type de notion ambiguë qui peut servir à du greenwashing, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, on pourra en parler si ça vous intéresse au cours de la discussion, mais moi je vais donner ma définition du développement durable. Le développement durable, c'est un développement où la maintenance joue un rôle fondamental. Voilà. L'architecture, et donc je vais défendre une seconde thèse. L'architecture n'est pas seulement une charge, eu égard aux contraintes écologiques et au réchauffement climatique, ou encore en raison de ses déchets et de son impact carbone, mais elle est aussi une opportunité pour transformer le système productif vers un développement vraiment durable. Et de fait, l'architecture est au cœur du système productif. J'ai dit tout à l'heure combien elle était essentielle pour comprendre les économies d'Ancien Régime. Elle reste un élément extrêmement puissant de compréhension des systèmes productifs contemporains. On me dira, alors, je dis l'architecture est au cœur du système productif, on me dira oui, mais il y a un marché du cinéma considérable, un marché de la musique, de la peinture, etc. Mais ce n'est pas la même chose, et vous le sentez bien. C'est là où l'on comprend que l'architecture est une pratique différente des autres arts en raison de ce lien organique qu'elle peut entretenir avec le système économique et productif. Il s'agit ici non de valoriser des singularités artistiques en ce qui concerne la peinture, la musique, voire le cinéma. Il ne s'agit pas. Eh bien, l'architecture, c'est pas ça. On ne va pas l'inscrire dans un marché bien spécifique, qui est le marché de l'art, ou bien dans le cadre des politiques de financement de public de la culture, ou encore dans les logiques fiscales ou entrepreneuriales du mécénat, mais il importe avec l'architecture de souligner sa place considérable et plus généralement la place du dispositif constructif dans le système économique et productif qui se traduit par des investissements en milliers de milliards d'euros dans le monde, et par une main-d'œuvre estimée à des dizaines et des dizaines de millions de personnes dans le monde. Alors, il y a 1,2 million personnes concernées par l'industrie de la construction en France, directement ou indirectement. C'est énorme. Voilà. Et sans doute faudrait-il faire la part des choses entre le monde de l'architecture proprement dit et l'industrie du bâtiment. Il ne reste que l'architecture fait partie prenante de cette industrie et nous verrons quel est son rôle, quelle est sa place pour agir au cœur de cette industrie. La dimension économique de l'architecture est évidemment accentuée par l'accélération de l'urbanisation au XXIe siècle. La ville est la grande affaire de notre siècle. Alors j'hésite à le dire puisque aujourd'hui, enfin c'est quelques semaines, l'exposition de Sébastien Marot vous conduit à réfléchir sur le countryside, pour parler comme Rem Koolhaas, ou sur l'importance finalement du monde rural dans l'aménagement des paysages. Il reste que de façon un peu factuelle, la ville est vraiment la grande affaire du siècle. Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et nous serons probablement près de plus de 60% à l'horizon de 2030. En 2050, la population urbaine avoisinera alors les 7 milliards d'habitants comparés aux 4 milliards d'aujourd'hui. Ainsi, un tiers de l'économie des pays développés est actuellement consacré à la construction et au fonctionnement des villes. Et dans les 30 prochaines années, on évalue le marché de la fabrique de la ville
un modèle technique inchangé. Alors, les chiffres valent ce qu'ils valent, hein, ce sont des estimations d'économistes, mais on estime le marché de la ville à 350 000 milliards de dollars. Et si on rajoute, si l'on tient compte des investissements nécessaires pour développer les technologies et les outils en mesure de réduire la pollution, d'améliorer les mobilités, de développer l'efficacité énergétique, alors il faut ajouter 25% en plus d'investissement dans les politiques urbaines, dans les décennies à venir. Bref, tout cela veut dire avec évidence que la transformation du système productif vers un développement que nous souhaitons durable passe nécessairement par l'industrie du bâtiment et que l'architecture doit se penser comme le vecteur de cette transformation. Mais la solution se présente d'abord comme le problème. L'industrie du bâtiment n'est pas la dernière, je le disais en introduction, n'est pas la dernière en termes d'impact carbone ni de déchets. Vous connaissez les chiffres, un tiers des déchets industriels sont issus du BTP. Quant à l'impact carbone, il se compte doublement à la construction et à l'utilisation, en particulier en termes de bilan thermique, de chauffage et de climatisation. Je fais une petite incise sur la question de la climatisation. L'essentiel de l'urbanisation dans les décennies à venir se réalisera dans les zones tropicales, dans une phase de réchauffement climatique. Donc, nécessairement, on assiste aujourd'hui dans l'urbanisation tropicale à une explosion de l'équipement en climatisation. Or, la climatisation consomme 2 fois plus d'énergie que le chauffage. Je veux dire que pour perdre 1 degré, il faut utiliser 2 fois plus d'énergie que pour gagner 1 degré. Donc, vous voyez, la question de la climatisation, c'est une question décisive aujourd'hui, et je dirais que c'est un peu le cercle vicieux du réchauffement climatique. Plus il fait chaud, plus on climatise, et plus on climatise, plus on renforce, on augmente les rejets des gaz à effet de serre. Donc la climatisation, c'est un des grands problèmes énergétiques de l'industrie du bâtiment contemporain. Alors on peut certes en appeler à une architecture verte. On peut en appeler aux matériaux biosourcés, aux matériaux de récupération, aux bâtiments neutres ou à énergie positive, au free cooling, climatisation naturelle, au double flux des eaux grises et des eaux potables, etc. etc. À quoi s'ajoute la Smart City, le numérique mis au service de l'optimisation de la gestion des flux, à l'optimisation des nouvelles mobilités, des infrastructures urbaines. Tout cela, évidemment, a un coût. L'architecture verte nous permet de mesurer, encore une fois, l'impact économique du dispositif constructif où s'inscrit l'architecture. Tout cela a un coût, tout cela est important, tout cela est soutenu par des programmes de recherche urbains. Je pense aux programmes et équipements prioritaires de recherche Ville durable et bâtiments intelligents que le ministère de la Recherche a mis en place il y a quelques mois, ou au programme suisse Baukultur, programme important aussi, très richement doté. Et donc, les enjeux, la recherche est particulièrement active, pas seulement dans les écoles d'architecture, beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. Là, j'ai un peu suivi les rendus de l'appel d'offres de Ville durable et bâtiments intelligents, et les écoles d'ingénieurs se positionnent très fortement sur ce type d'appel d'offres. Je ferme la parenthèse. L'architecture verte concerne essentiellement la part constructive de l'architecture et non pas sa dimension de conception. C'est une question d'ingénieur, je viens de le rappeler, plus encore que d'architecte. Or, je prends l'exemple d'Incheon, c'est la Smart City coréenne dans la banlieue de Séoul, qui a été uniquement conçue par les ingénieurs de Cisco, c'est-à-dire par les ingénieurs de l'entreprise qui câble la ville. Voilà. Or, cela
à mes yeux en tout cas, cela ne résume pas tout ce que peut l'architecture, et j'essaierai de montrer dans quelle mesure l'invention dans la conception architecturale peut aussi aider à la transformation du système productif en vue du développement durable. Davantage, les changements de paradigme constructif, aussi utiles soient-ils, changement que suscite le verdissement de l'architecture, ces changements s'inscrivent dans une logique capitaliste de l'innovation et donc de l'obsolescence, sinon même de l'obsolescence programmée, logique engendrée par l'évolution supposée des besoins sociétaux ou par les réévaluations successives des normes environnementales. L'architecture verte n'échappe donc pas, elle non plus, au processus de destruction créatrice, c'est-à-dire à ce grand principe des théories de la croissance contemporaine, qui est aussi un paradoxe quasi insoutenable, insoutenable dans tous les sens du terme, aussi bien pratique que logique, qui fait dépendre la croissance de la destruction, de l'obsolescence programmée, de l'usure du monde, et qui aujourd'hui constitue l'alpha et l'oméga des politiques économiques et de la concurrence internationale. C'est que la question architecturale, aujourd'hui comme hier, ne se réduit pas à la construction, à la technologie, à l'industrie et à la valorisation du foncier, au business, si vous me permettez l'expression. Mais il faut y mettre plus encore que dans bien d'autres branches d'activité, il faut y mettre de l'intelligence, cette bien singulière intelligence qu'est la conception architecturale, singulière par rapport aux autres types de rationalité économique et constructive en vigueur. Alors, j'aimerais dire tout de même très rapidement quelques mots sur la notion de développement durable et voir en quoi l'architecture peut contribuer à cette construction de la durée à travers notre système productif. Alors, avant de multiplier les propositions pratiques, et peut-être pour les préserver d'un certain nombre d'ambiguïtés, il n'est sans doute pas inutile de faire le point sur cette notion qui n'est pas dénué d'ambiguïté. Les mouvements écologiques ont plutôt tendance à dénoncer l'expression développement durable en affirmant que c'est du greenwashing, et non sans raison au demeurant. Pour être moins polémique, ou en tout cas, on est en tout cas en droit de dire que le développement durable, c'est l'écologie des entreprises et des administrations publiques. Et la critique de greenwashing n'est pas infondée à partir du moment où le développement durable se résume essentiellement aujourd'hui à de l'économie environnementale. Alors c'est quoi l'économie environnementale? Une branche de l'économie extrêmement maintenant inscrite dans les facultés d'économie. L'idée fondamentale de l'économie environnementale, c'est que s'il y a de la pollution, c'est en réalité parce que les lois du marché et sa capacité à assurer l'allocation optimale des facteurs de production ne sont pas assez respectés. C'est ça la grande idée de l'économie environnementale, c'est qu'on n'est pas assez libéraux. Alors, c'est un paradoxe. Et donc l'idée, c'est on n'intègre pas suffisamment au système des prix les externalités négatives. Si on fait payer aux pollueurs ces dégâts, le principe du pollueur-payeur, si on fait payer ces dégâts, on va avoir des signaux prix plus exacts qui vont nécessairement entraîner une amélioration de la recherche technologique pour diminuer les rejets des gaz à effet de serre, etc. Donc, l'économie environnementale, elle est liée à une extension des lois du marché à l'ensemble des données environnementales. Elle est aussi liée à du technosolutionnisme. À mes yeux, ce n'est pas suffisant. On peut, quand on fait attention à l'expression développement durable, on peut lire les choses de deux façons. On peut se dire, bon, le développement, en tant qu'il se développe, il est durable. C'est une tautologie, ça ne veut rien dire.
Tout développement se développe dans la durée, et donc on n'a rien dit quand on dit développement durable. En revanche, si on prend au sérieux la notion de durée, de durabilité du système productif, si on fait de la durée non pas le résultat d'un système productif plus ou moins vertueux, mais le principe même à partir duquel il faut réfléchir à la transformation du système productif, si, pour le dire encore plus précisément, si on réfléchit à un système économique au service, sous le couvert du temps, au service de la construction de la durée, si on fait de la durée le principe, la condition du développement, alors on arrive à des choses tout à fait différentes de ce que propose l'économie environnementale. Ou pour le dire de façon encore plus précise, si on pense les trois principaux facteurs de production dont dépend tout système productif, à savoir le capital, le travail et la technique, si on les pense sous le couvert du temps au service de la construction de la durée, alors on accède à une conception du système économique très différente de ce qui nous est proposé depuis Adam Smith, depuis plus de 2 siècles aujourd'hui, depuis La richesse des nations, un texte qui date de 1776. Alors c'était un peu le projet de mon dernier livre, dont François a rappelé le titre. Et d'une certaine façon, c'est en me posant cette question, mais qu'est-ce qu'un système économique sous le couvert du temps au service de la construction de la durée, que je me suis rendu compte de l'importance de la maintenance dans le système productif, et en particulier en tant que la maintenance met le travail au service du temps, sous le couvert du temps, pour la construction de la durée. Donc j'aimerais dire quelques mots sur cette notion de maintenance. Alors c'est vrai, on ne s'en rend pas bien compte, mais la maintenance occupe aujourd'hui comme hier une place considérable dans le système productif. Alors on a tendance à l'oublier parce que les théories de la croissance, l'idéologie économique de notre temps mettent en valeur au contraire les idéologies de la disruption et de la destruction créatrice. Donc la maintenance passe un peu à la trappe. Mais si on est un peu attentif au mode de fonctionnement des différents secteurs de l'économie, du système productif, eh bien, on se rend compte que la maintenance est omniprésente. Je vais prendre 3 très courts exemples. Alors, je vais commencer naturellement, et je rends hommage à Sébastien Marot, je vais commencer par l'agriculture. Bon. Si on y prête attention, ce qu'on appelle la transition agricole, ou en tout cas la transformation de l'agriculture conventionnelle en agrologie ou en agrobiologie, qu'on pourrait définir extrêmement simplement, de façon rudimentaire, une agriculture qui réussit à se passer des intrants synthétiques, des engrais, des pesticides, etc. Bon, si on prend au sérieux, et il faut le faire, il faut prendre au sérieux cette transition agricole, et je pense que c'est même probablement la transition écologique la plus facile à réaliser, en tout cas celle pour laquelle on a le plus grand nombre d'instruments, et où les connaissances ont fait des progrès considérables. Eh bien, si on prête attention à cette transition agricole, on se rend compte que c'est essentiel, qu'elle relève essentiellement d'une question de maintenance des sols, de restauration des sols, de restauration de la force végétative des sols, qui demande un entretien des sols. Voilà, ça, c'est véritablement l'exemple même d'une activité économique qui repose essentiellement sur la maintenance, plus que sur la production. C'est le sol, et plus que l'exploitation, qui aujourd'hui peut assurer la transition d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique, écologique, biologique. Voilà, premier exemple. Mais ça, on s'y attend
La terre a toujours été, bon, c'est les vieilles activités productives qui ont toujours donné lieu à une réflexion sur la conservation, sur la transmission, depuis les agronomes romains jusqu'au XIXe siècle, en passant par Alberti. La terre est évidemment le lieu, par définition, de la conservation et de la maintenance, et même d'un point de vue idéologique. Alors je vais être un peu plus surprenant, un peu plus déroutant. J'ose dire que la question des infrastructures industrielles relève en grande partie, elles aussi, de la maintenance. Je ne reviens pas sur les grandes pannes, soit ferroviaires, soit électriques, sur les problèmes que pose un mauvais entretien des réseaux, sur l'importance de l'entretien des réseaux chez les opérateurs actuels, en particulier du réseau électrique. Les infrastructures ont besoin de maintenance, et lorsque la maintenance n'est pas assurée, on va vers des pannes, on va vers des accidents, et parfois des catastrophes. Et donc, la maintenance est un élément fondamental de la conception des infrastructures. Alors, si on ne fait pas suffisamment attention à la maintenance dans notre rapport aux infrastructures, c'est parce que les infrastructures, elles aussi, souffrent de deux approches qui me semblent assez fausses et qui ne leur permettent pas d'assurer leur mission. La première approche, c'est qu'on considère que les infrastructures, surtout aujourd'hui, avec l'introduction des moyens numériques pour la gestion des infrastructures, on considère que les infrastructures sont des automates qui sont capables de se stabiliser elles-mêmes et de de s'auto-réguler elles-mêmes. Bon, c'est évidemment un danger. Et je prends l'exemple du pont Morandi, le fameux pont de Gênes qui s'est effondré en 2018, je crois, à Gênes. C'était pourtant un pont qui bénéficiait de capteurs, qui bénéficiait de toute une technologie de suivi, donc qui était automatisée, en quelque sorte, dont la maintenance était automatisée. Eh bien, les capteurs n'ont pas capté ce qu'il était nécessaire de capter, et ce que n'importe quelle entreprise de maintenance des travaux publics aurait pu repérer si l'investissement avait été fait. Voilà. Et la deuxième illusion, qui concerne les infrastructures, c'est qu'on considère les infrastructures essentiellement par les flux qu'elles favorisent, qu'elles portent, qu'elle favorise, mais qu'on ne considère pas qu'une infrastructure est un stock, parce qu'on se dit, mais de toute façon, les infrastructures vont devenir obsolètes à cause des progrès technologiques, et donc on n'a pas à s'en occuper. C'est avec ce raisonnement-là qu'on a aujourd'hui une charge de gestion, de maintenance d'un parc nucléaire vieilli, et qu'on a un mal fou à assurer leur maintenance, parce qu'on a considéré que ces centrales devenaient obsolètes à partir de la première génération, la génération des années 60, de la fin des années 70, elles devaient fermer là en 2020. Bon, elles ne vont pas fermer en 2020, pour des raisons évidentes. Il va falloir les prolonger. Alors, d'après d'après les spécialistes du secteur, il va falloir les prolonger jusqu'en 2060. Quelle maintenance maintenant ? Par quelle maintenance allons-nous prolonger notre outil énergétique ? Voilà. Donc, on se rend compte combien la maintenance joue un rôle considérable dans les systèmes productifs contemporains. Et je termine avec un exemple encore plus frappant, celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On se dit, mais voilà des technologies qui se renouvellent extrêmement vite, qui sont purement des technologies de l'innovation. Mais pas du tout. Ce sont des technologies qui travaillent par strates et où les strates sont assez imbriquées les unes aux autres. Il faut maintenir les systèmes un peu anciens, et c'est particulièrement vrai de l'industrie des logiciels,
L'industrie des logiciels, c'est une industrie qui progresse, qui innove à partir d'une logique de maintenance. Maurice Wilkes, qui est un des pionniers de l'industrie du logiciel, tout de suite après-guerre, dit une chose qui est tout à fait évocatrice. Il dit, mais à peine avais-je terminé mon premier logiciel, que j'avais compris que je passerais toute ma vie à le réparer. À réparer les bugs, à le faire évoluer à partir de ces incidents. Et l'industrie du logiciel, c'est essentiellement une industrie de la maintenance. Et au demeurant, les coûts de maintenance de ce type d'industrie, alors au-delà du logiciel, des industries informatiques, ce sont des coûts considérables. Vous pouvez imaginer que la lutte contre le piratage fait partie de la logique de maintenance, que c'est une lutte la lutte contre le piratage, c'est ce qui justifie, là, évidemment, l'utilisation de ce type de technologie. Et donc, ce sont aussi des coûts considérables. Et on se rend compte que pour que ce système tienne, il a besoin de beaucoup d'investissements en termes de maintenance. Alors, pourquoi nos systèmes productifs extrêmement sophistiqués ont besoin de maintenance? C'est précisément parce que ce sont des systèmes extrêmement sophistiqués, des systèmes qui sont très complexes, et plus les systèmes sont complexes, plus ils sont fragiles, plus ils sont susceptibles de diverger, selon un peu les logiques des théories du chaos ou des catastrophes, et plus on a besoin de maintenance. Voilà. Et donc, la question contemporaine du système productif, c'est comment trouver les moyens d'assurer la maintenance de nos activités agricoles, industrielles, numériques, etc. Et pour comprendre cette fonction, pour comprendre cette dimension-là, eh bien, l'architecture, elle peut nous aider. Parce que l'architecture n'est pas seulement un secteur du système productif, je dirais que l'architecture est une sorte de méta-production. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'expression méta-production? Je veux dire, c'est un savoir, l'architecture renvoie à un savoir et à des pratiques qui permettent de penser les conditions de possibilité de tout système productif. Et à ce titre, l'architecture peut se présenter comme une critique de la production. Ce que je dis là, ce n'est pas une nouveauté sortie de ma tête. Je ne dis pas « mais l'architecture », c'est l'origine même de l'architecture dès les traités antiques. C'est à la fois un thème qui est à son origine historique, je vais dire deux mots de Vitruve, et c'est aussi une origine transcendantale, je veux dire par là, ce qu'il y a de singulier et d'essentiel dans l'architecture, par quoi l'architecture contribue au déploiement de la pensée humaine. C'est que l'architecture, dès l'origine, s'est pensée comme critique du système productif, et je vous renvoie sur ce point à la première définition de l'architecture, à la définition inaugurale du De Architectura de Vitruve, où il dit l'architecture, c'est un savoir critique de la production. Je vous lis cette définition. L'architecture est une science, scientia, disons un savoir ou une compétence savante, c'est la meilleure façon de traduire le terme latin scientia, c'est une compétence savante composée de nombreux savoirs et savoir-faire. Et cette compétence savante, eh bien, grâce à elle, par le jugement de celle-ci, c'est ce que dit le latin, par le jugement de celle-ci, eh bien, se réalise ce qui se réalise sur le chantier par les artisans, à l'aide de la main, dit Vitruve, est validé ou non, est validé ou amélioré. Donc, c'est une métaproduction du chantier.
Voilà comment est définie pour la première fois l'architecture dans le traité fondateur de la théorie architecturale. Il en a existé d'autres avant Vitruve, ils ont tous disparu. C'est donc le premier traité, celui que la tradition humaniste et classique a porté, a transmis et développé. Alors pour comprendre cette fonction critique de l'architecture à l'égard du système productif, il faut en passer au troisième facteur de production fondamental de tout système économique, c'est-à-dire il faut en passer par la question de la technique, et il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'une technique, qu'est-ce que la technique au service du temps, au service de la construction de la durée. Alors, je dirais d'abord que la technique ne se résume pas à la seule technologie, c'est-à-dire aux moyens de transformation de la matière. Alors, dire cela devant une école d'art, une école d'architecture n'est pas évident, mais la technique ne résume pas à la transformation de la matière ou à l'intensification des énergies. Et c'est parce qu'on a plutôt l'habitude de résumer la technique à cette part productive qu'on a peine à accéder pleinement à la question de la technique. Réduire la technique à son seul aspect démiurgique, productif. Voilà. Il faut avoir une conception beaucoup plus large de la technique. Quand on lit et quand on écrit, pour prendre des techniques simples et fondamentales de notre vie, on se rend compte que les savoir-faire que nous mettons en œuvre à cette occasion dépassent largement le simple cadre productif pour concerner un rapport beaucoup plus profond et immanent à notre façon d'être au monde. Sans la lecture et l'écriture, nous serions restés des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Alors, pour faire simple, je dirais qu'il existe 3 catégories de techniques. D'abord, les techniques productives que j'ai évoquées, les techniques de transformation de la matière, d'intensification des énergies, ce qu'on appelle les technologies. Voilà, technologie, c'est ça. Mais il y a aussi les techniques d'organisation de la société, dont les 2 exemples principaux sont le droit et l'économie. Un juge ou un avocat ne produit rien stricto sensu, mais il contribue à fixer des règles et des décisions qui visent à stabiliser le système productif, à le rendre sûr, prévisible et donc viable. Et puis il y a aussi les techniques personnelles, les techniques de construction de soi, qui sont d'une certaine façon au fond de tout. J'ai parlé de la lecture et de l'écriture, mais il y a aussi les techniques du corps et toutes les techniques de développement cognitif, les techniques d'hominisation, de devenir humain, de l'être humain. Un système technique efficace est un système qui réussit à concilier ces différents types de techniques et à en organiser la collaboration. Et je reviendrai tout à l'heure sur la capacité qu'a l'architecture d'entremêler cette triple dimension de la technique. Mais les nouvelles technologies aussi. La force des nouvelles technologies, c'est qu'elles mêlent ces 3 dimensions de la technique. Et l'architecture, elle aussi, a su très tôt mêler cette triple dimension de la technique. J'y reviendrai. Si on prend au sérieux cette distinction de la technique en trois catégories, alors on est en droit de dire qu'il n'y a pas de technosolutionnisme, c'est-à-dire le fait qu'il suffit de modifier techniquement les modes de production pour résoudre les problèmes environnementaux. Ce n'est pas suffisant. Ou alors, si l'expression technosolutionnisme a du sens, ça ne peut être que par la voie d'une interaction des 3 catégories de la technique, les unes avec les autres, mais évidemment, ce n'est pas ainsi que le technosolutionnisme aujourd'hui est compris. Alors, cette extension du domaine de la technique n'est pas sans conséquence sur la signification même de la technique. Qu'est-ce qui rassemble ces 3 catégories de techniques productives, organisationnelles et personnelles? Qu'est-ce qui les fait converger? Si on prend la mesure de cette diversité de la technique, alors la fonction de la technique change de sens. Le but de la technique n'est pas la transformation de la matière, je l'ai dit, qui n'est en réalité qu'un moyen,
mais plus profondément, toutes ces techniques ont pour but l'aménagement et la maîtrise de l'espace et du temps. Voilà, l'essence de la technique, entendue dans sa triple dimension, c'est accéder à la maîtrise de l'espace et du temps. C'est cela la finalité essentielle de la technique. L'espace et le temps, c'est-à-dire les conditions mêmes de notre être au monde, de notre façon d'habiter le monde. Et alors, on comprend bien en quoi l'architecture est vraiment un paradigme de la technique. Et non seulement un paradigme de la technique, mais une métaproduction, c'est-à-dire une production qui intervient sur les conditions de tout système technique et productif que sont l'espace et le temps. Et les autres activités productives ne se posent guère, je ne parle pas des autres activités artistiques, mais les autres branches de l'activité productive ou industrielle ne se posent jamais la question directement dans ce sens. Elles ne sont pas au service de la maîtrise de l'espace ou de la maîtrise du temps. Ça, c'est vraiment la question de l'architecture. Alors, je vais parler d'esthétique, mais de façon un peu déroutante, inhabituelle. Je vais parler avec Kant d'esthétique transcendantale. Cette esthétique qui souligne l'importance de notre rapport à l'espace et au temps pour notre mode d'existence à la fois intelligible et sensible. Alors, esthétique, d'habitude, on l'entend, bon, c'est la vision, c'est l'audition, c'est les facultés sensibles, comme on les appelle. Mais Kant rappelle qu'il y a deux facultés qu'on peut appeler sensibles, mais c'est un curieux sens, c'est le sens du temps et le sens de l'espace, et que le sens du temps et le sens de l'espace conditionnent non seulement nos perceptions sensibles, mais aussi nos conceptions intelligibles. C'est cela que Kant appelle l'esthétique transcendantale, l'esthétique du sens du temps et du sens de l'espace. Alors c'est une esthétique un peu trompeuse et déroutante, parce que, comme je l'ai dit dans cette expression, il n'y a rien d'esthétique au sens habituel du terme, concerné par le beau sensible, et il y a encore moins de choses transcendantes. C'est au contraire quelque chose qui nous inscrit dans le réel, qui nous inscrit dans notre habitation du monde, dans notre environnement, si vous voulez. Et c'est véritablement dans ce cadre que la question de la technique prend toute sa signification. Mais la technique modifie ce sens du temps et ce sens de l'espace. Il s'agit moins d'une esthétique, c'est-à-dire d'un sens qui nous serait naturellement donné, qui ferait partie de notre arrivée au monde, en quelque sorte, que d'une poétique, c'est-à-dire d'un sens qui est construit, qui se construit, qui est déterminé en particulier par les techniques et les arts, autant qu'il les conditionne lui-même. Le sens du temps et le sens de l'espace ne sont pas donnés, ils ne sont pas génétiques, ils sont construits, et c'est la raison pour laquelle l'architecture et l'aménagement du territoire, l'urbanisme, jouent un rôle considérable dans cette poétique transcendantale. La deuxième remarque que j'aimerais faire, qui est un peu polémique à l'égard des idéologies écologiques actuelles, je dirais que la niche écologique, si j'ose dire, de l'être humain n'est ni l'eau, ni le ciel, ni la terre, mais précisément l'espace-temps, et que notre rapport à l'environnement et à ses éléments est déterminé par cette niche spatio-temporelle, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, ce sont les transformations destructrices que nous infligeons à l'espace et que produit le système économique actuel. Le meilleur, c'est la transformation de nos pratiques économiques, politiques et sociales pour une habitation apaisée de l'espace et du temps. Je montrerai tout à l'heure, à travers, par exemple, les nouvelles technologies, la face négative de la médiation spatio-temporelle de notre agir sur le monde et sur nous, et qui est due, à mon sens, à l'appauvrissement de notre sens de l'espace et du temps, et je dirais même à l'appauvrissement de notre culture du temps et de l'espace. En tant que, troisième thèse, en tant que formatrice de notre niche spatio-temporelle,
Les techniques constituent, selon l'expression d'un paléontologue célèbre, André Leroi-Gourhan, qui s'est intéressé précisément au rapport que les êtres humains de la préhistoire ont entretenu avec leurs outils. Donc les techniques constituent, je cite Leroi-Gourhan, l'enveloppe protectrice que l'être humain forme autour de lui, ou encore une sorte de membrane qui filtre les rapports de l'homme entre son intériorité et son extériorité, entre sa puissance d'être et le monde. Pendant longtemps, cette enveloppe technique avait pour but de protéger les êtres humains de la puissance de la nature. Aujourd'hui, François le rappelait en citant ce passage de Durée, aujourd'hui, le rapport se renverse. Il s'agit de protéger l'environnement de la puissance humaine et, ce faisant, de protéger les êtres humains des effets mêmes de leur puissance sur leur environnement. Que cette enveloppe aujourd'hui prenne la forme de cette course à la production et que l'être humain ressente le besoin de multiplier ses prothèses techniques pour se protéger, montre que finalement, sa peur de l'extériorité et l'incertitude de son être au monde n'ont pas décru depuis les âges farouches et l'invention du feu. Alors je vous propose maintenant de réfléchir, avant d'aborder la question de l'architecture proprement dite, je vous propose maintenant, et cette réflexion sur la technique est une sorte de préambule pour réfléchir sur la mission actuelle, contemporaine de l'architecture. Et donc, pour terminer ce préambule, j'aimerais faire le point sur la définition de la technique que nous donne un très vieux philosophe, l'un des derniers philosophes de la période antique, un philosophe dit néoplatonicien qui s'appelle Proclus. Et Proclus définit la technique d'une façon que je trouve, moi, particulièrement intéressante, en tout cas surprenante et paradoxale à nos yeux. Il dit « La technique, c'est ce qui limite l'auto-procession de l'être, qui la limite et non pas qui la transforme ou qui l'intensifie. » Voilà. Alors, deux mots sur le néoplatonisme, pourquoi c'est une philosophie qui intéresse notre temps. C'est d'abord la première métaphysique, mais philosophie qui a pensé l'être comme production. Bon, et je pense que la philosophie contemporaine n'est pas sortie de ce modèle-là. Deuxièmement, elle a pensé l'être comme production, comme procession, mais en même temps, elle a dit que toute procession, toute production était affectée d'entropie, était affectée d'épuisement. Là, c'est aussi quelque chose d'extrêmement contemporain. Le néoplatonisme a même un terme grec pour expliquer cette entropie, cet épuisement. C'est ce qu'elle appelle la skédasis. Et en grec, la skédasis, c'est le terme qu'utilise Hésiode dans les Travaux et les Jours pour exprimer la diffusion des mots hors de la boîte de Pandore. C'est-à-dire que c'est véritablement la production, c'est une source de négation, et c'est vraiment une question essentielle. Et c'est dans ce cadre-là que Proclus dit oui, mais la technique, c'est ce qui particulièrement permet de limiter cette autoprocession, cette production sauvage en quelque sorte de l'être qui va jusqu'à l'épuisement du monde. Limiter ici ne signifie pas corseter ou figer le mouvement, mais cela signifie ménager, mesurer, ordonner, régler des intervalles, rythmer en vue de structurer le déploiement de l'être, en sorte que celui-ci ne tourne pas au chaos, au risque de son épuisement. Alors on me dira, mais à quoi peut bien correspondre une telle définition de la technique si étrangère à nos propres régimes techniques ? Eh bien, encore une fois, il n'y a rien d'utopique dans cette définition. C'est la définition de la technique qui a présidé pendant des siècles à l'aménagement du monde, à la culture des terres, à l'édification des villes, d'où le caractère extrêmement dessiné de l'aménagement des territoires, de l'aménagement ancien des territoires ou des villes. C'est le sens même de la technique qu'exprime, par exemple, l'architecture, qui a été pendant longtemps, je l'ai dit, un paradigme majeur de la technique et qui correspond parfaitement à cette définition de la technique comme art de tracer des limites afin d'ordonner le monde et de ménager notre habitation en son sein.
Et donc, je vais maintenant aborder le rôle de l'architecture comme paradigme de la technique, tel que je viens de la définir. J'ai donc dit que l'essence de la technique consistait à dilater le temps et l'espace pour nous ménager une habitation au sein du monde. Et c'est la raison pour laquelle l'architecture, l'urbanisme, le paysage occupent à mes yeux une place considérable dans le champ de la technique, définie comme la confection de notre enveloppe protectrice et donc comme un élément fondamental de la maintenance de notre environnement et du monde. Je viens de dire aussi que la transformation du système technique ne peut être opératoire que si elle concerne la triple dimension de la technique, productive, organisationnelle et personnelle. Si l'architecture joue un rôle si important dans la constitution des sociétés depuis l'origine de l'histoire, c'est qu'elle est un art qui fait la synthèse des trois dimensions fondamentales de la technique, productive, institutionnelle et personnelle. Productive, cela va de soi, si l'on tient compte de son importance économique, que je rappelais tout à l'heure. Institutionnelle, parce qu'elle a un impact puissant sur la façon d'organiser les sociétés. Je vais revenir à l'art d'édifier d'Alberti. Les livres 4 et 5, ce sont les livres de typomorphologie, où Alberti décrit les principaux types de bâtiments de la ville romaine. Bon. Et en même temps, c'est le premier traité d'histoire constitutionnelle de Rome. C'est-à-dire qu'Alberti reconstitue le fonctionnement des institutions à partir des types architecturaux, en précisant leurs fonctions, en précisant le rapport, voilà. C'est en précisant les grandes divisions institutionnelles de la politique antique, de la politique romaine, de la politique antique, à partir des architectures, montrant en quelque sorte combien l'architecture a occupé et continue certainement d'occuper un rôle fondamental dans l'instauration des divisions institutionnelles qui organisent les sociétés. Enfin, l'architecture, en particulier à travers sa fonction ornementale, sa fonction d'embellissement, j'ai dit que toute la dernière partie et principale partie du traité d'Alberti porte sur l'embellissement. Et donc toute cette partie ornementale ou toute cette partie d'embellissement, aussi de création d'ambiance, dirait-on aujourd'hui, eh bien, contribue à la confection du cadre de vie et à une fonction personnelle qui rythme le cours de la vie, qui influe sur nos comportements, qui structure, qui rythme la vie quotidienne. D'une certaine façon, il n'y a que les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui soient elles aussi en mesure de faire ce genre de synthèse, d'apparaître comme une technique totale, d'où leur force, mais évidemment sous une forme bien différente et surtout selon un rapport au temps et à l'espace tout autre, au service de leur accélération, voire de leur dissolution, et non comme l'architecture, de leur dilatation et de leur stabilisation. En tant que tel, on peut dire que l'architecture et l'urbanisme sont de l'ordre moins de la production que de la métaproduction, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils fabriquent moins des objets que les conditions à partir desquelles les êtres humains engagent des processus de transformation de la matière. Voilà. L'économie, c'est la théorie économique, et sa pratique un peu moins, mais la théorie économique, c'est une science acosmique. Et l'architecture, l'urbanisme, les sciences, ce qu'on vous enseigne dans les écoles d'architecture, c'est quelque chose qui vous permet de réinscrire l'économie dans son espace et dans sa temporalité, et qui est, à mes yeux, la condition de toute transformation consciente du système productif. Si on ne veut pas que le système productif se transforme tout seul, lui-même, dans sa propre dynamique, de façon aveugle, sans tenir compte des urgences humaines que l'on connaît aujourd'hui. L'architecture, l'urbanisme, les savoirs de l'espace nous permettent de mettre en situation spatiale et temporelle le système productif, et c'est fondamental pour le transformer.
On dit que la ville est, je reviens à la question urbaine, que la ville est aujourd'hui une machine à produire, le cœur du système productif et par conséquent la clé de sa transformation. La ville contemporaine apparaît d'abord comme un méga-système technique, le système des systèmes, l'infrastructure qui rassemble à la fois les superstructures et les autres infrastructures, ou mieux encore, la machine des machines qui interconnecte les différents réseaux structurant la vie urbaine, eau, énergie, déchets, transport, échanges, grands équipements, communication, etc., qui donc interconnecte les différents réseaux, en organise les synergies, dont dépendrait la capacité productive de la ville. Cependant, il serait erroné de penser que la machine des machines n'est rien d'autre qu'une super machine fonctionnant sur le même modèle, certes à une échelle supérieure que les sous-systèmes qu'elle interconnecte. Erreur commise par les concepteurs de la ville digitale, par les concepteurs des smart cities. Et je vais donc faire une courte critique de ce modèle de développement durable urbain, puisque très souvent, on assimile la smart city à la cité durable, dans une logique techno-solutionniste extrêmement forte. Et je vais dire que les smart cities ne sont évidemment pas la solution, parce qu'elles nient cette dimension transcendantale de l'urbanisme et de l'architecture comme ménagement de l'espace et du temps. La Smart Cities considère la ville, à la façon de tous les autres produits numériques, comme un terrain de jeu pour les nouvelles technologies. Je disais tout à l'heure qu'Incheon a été entièrement conçu par les ingénieurs de Cisco, pas un architecte n'est intervenu dans cette ville numérique. Et je me demande, je connais moins bien les conditions de réalisation de Masdar, mais je me demande si Masdar, l'autre grande vitrine des Smart Cities, ne relève pas du même principe de conception. Et donc les Smart Cities utilisent pour faire la ville les mêmes techniques que pour les autres activités productives. Il ne faudrait pas parler de Smart City, mais il faudrait plutôt parler d'urban smartness, c'est-à-dire d'utilisation du numérique dans le champ de la ville, de capture de la ville par l'industrie du numérique et de désidentification des savoirs de la ville par les savoirs du numérique. La ville comme démo, une simple vitrine technologique. Il y a cependant une différence entre le système urbain et ses sous-systèmes techniques, et cette différence n'est pas simplement de l'ordre du changement d'échelle, elle relève d'une différence entre son propre fonctionnement et celui des activités que la ville connecte. La machine des machines n'est pas un moyen de production comme un autre, de même ordre que les machines qu'elle mobilise, mais je l'ai dit, un méta-moyen de production qui agit au niveau même des conditions de possibilité de toute production, c'est-à-dire des conditions de notre être au monde en tant qu'elle influe sur notre rapport à l'espace et au temps. Et je dirais qu'une ville bien conçue n'est pas un système anthropique, au contraire de tout système productif, mais au contraire a une dimension néganthropique qui protège le système productif de son épuisement et de ses capacités de destruction. La tâche de la ville est de rendre durables, soutenables les activités humaines, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, l'aménagement du territoire, par leur capacité à dilater l'espace, à enrichir notre rapport à l'espace et au temps, débrer, désarme, la mobilisation totale. Elle crée des îlots, la mobilisation totale des forces productives qui caractérise le système de croissance contemporain. Elle crée des îlots, des asiles, des abris non pas contre les intempéries, mais contre l'épuisement de la terre, contre l'usure du monde. Alors j'en arrive à ma conclusion, et je reviens à cette fin aux trois catégories de la technique que j'évoquais tout à l'heure, productive, organisationnelle, personnelle. Il n'y a pas de paradigme technique fort s'il ne réussit pas à faire converger ces trois dimensions de la technique. Et nous avons vu que l'architecture, mais aussi les nouvelles technologies, c'était leur force, réussissaient à faire converger ces trois dimensions. Il reste que il y a une forte différence
entre le paradigme architectural et le paradigme numérique. Tous deux entretiennent un rapport au temps et à l'espace, mais ce rapport est radicalement opposé dans l'un et l'autre cas. L'architecture est la technique privilégiée des sociétés sans croissance, à basse énergie. Ces sociétés se reconnaissent à leur logique patrimoniale, c'est-à-dire à une gestion du capital sur le mode de l'affectation, de la protection et de la transmission. Patrimonialiser, c'est thésauriser, accumuler un trésor. Un trésor, ça ne consiste pas à ramasser des pièces d'or, à les enterrer dans un coffre pour les enterrer. Constituer un trésor, c'est transformer la moindre plus-value monétaire occasionnelle en bien statutaire, juridique, artistique et durable. Le modèle contemporain de la croissance fondé sur la destruction créatrice, c'est tout à l'inverse, puisque nous constatons que l'enrichissement monétaire repose de plus en plus sur une remise en cause des biens statutaires, juridiques, environnementaux, qui assurent pourtant la protection des sociétés. C'est donc l'inverse. Patrimonialiser, c'est transformer le court terme en long terme. L'architecture est à ce titre le bien patrimonial par excellence, celui qui nous sert non seulement à nous mettre à l'abri des intempéries, de la puissance de la nature, mais qui contribue à aménager le territoire, à dilater l'espace, à construire de la durée. Les nouvelles technologies numériques ont un rapport tout à fait opposé à l'espace et au temps. Elles contribuent à dissoudre l'espace dans une logique d'ubiquité. Nous sommes à la fois partout et nulle part sans doute parce que partout. Elles contribuent à accélérer le temps au point de ne plus pouvoir le vivre au présent. Les nouvelles technologies sont au service de la mobilisation totale de la production, qui réduit la médiation de l'espace et du temps pour mieux intensifier les flux. Dans le système productif contemporain, l'être humain est placé au contact direct de l'énergie de l'aide comme production. Et en cela, les nouvelles technologies appartiennent bien aux sociétés à haute énergie qui n'ont plus besoin de réguler et de tempérer par les schèmes de l'espace et du temps la dispensation de leur puissance. Le problème, évidemment, est que les hautes énergies sont sous contrainte, une double contrainte, contrainte physique de l'épuisement des ressources énergétiques, contrainte écologique du réchauffement climatique, qui dessine la perspective d'une descente énergétique. Toute la question étant alors en quoi les nouvelles technologies peuvent se dissocier de la mobilisation totale des forces productives du système économique, en quoi elles peuvent se mettre au service de la descente énergétique, enfin comment elles pourraient contribuer à la dilatation de notre rapport à l'espace et au temps et non à leur réduction. Et j'ajouterai, comment l'architecture peut-elle intégrer les nouvelles technologies dans son œuvre de maintenance des sociétés? Merci de votre attention. Merci. Donc, ça sera intéressant qu'il y ait des questions dans la salle. On peut faire circuler le micro. J'aurais une première question. Dans cette conclusion et aussi dans les chapitres de durée, à un moment donné, vous développez cette question, cette opposition entre capital et patrimoine. En fait. Oui. Donc, le capital renverrait au rouage économique et finalement le patrimoine au droit. Donc là, vous n'avez pas évoqué le droit. Et en fait, il y a quand même, dans toute cette description, un côté un peu, un peu déprimant, parce qu'on peut se demander, mais quels sont les outils et quels sont les rouages pour pouvoir trouver des alternatives au système productif. Et à un moment donné, il me semble que vous indiquez que le droit pourrait être en fait une manière, parce que du coup, on n'a pas prise sur l'économie, mais est-ce que le droit et la maîtrise du droit ou des propositions qui sont liées au droit pourraient faire évoluer et diriger vers cette notion de patrimoine. Oui, alors, voilà. Oui, j'ai pas voulu être déprimant, au contraire, j'ai voulu montrer combien les savoirs dispensés dans les écoles d'architecture pouvaient offrir une ressource
pour la transformation du système productif, parce que ce sont des savoirs qui ont une intelligence de l'espace et du temps, et que cette intelligence de l'espace et du temps est, à mon sens, la condition nécessaire pour arriver à une transformation consciente du système productif, sachant qu'un système productif, c'est une sorte de machine d'automate qui fonctionne, qui se transforme lui-même de façon inconsciente, hein, selon une logique productive ou selon une logique de profit. Bon, voilà. Donc, comment reprendre la maîtrise de cet automate productif, hein, dans lequel nous vivons et où nous sommes insérés? Voilà, ça c'est mon premier message. Alors effectivement, j'ai dit quelques mots sur la notion de patrimoine. Le patrimoine, le capital, c'est un capital. Le capital, c'est un opérateur qui a pour but de s'auto-valoriser, qui n'a d'autre fin que son accroissement. Voilà, ça c'est le capital. Et ça c'est la question des économistes, c'est la question de la croissance. Bon, les juristes se posent une autre question, toujours sur ce capital. Et c'est ce qu'ils appellent le patrimoine. Alors le patrimoine, c'est la même chose que le capital. Hein, vous allez chez un banquier, vous avez des gérants de patrimoine, on me dit quelle est la différence entre le patrimoine et le capital. Les juristes font une différence. Ils disent le patrimoine, c'est du capital qui est affecté à une mission. C'est du capital qui est protégé, hein, qu'on ne peut pas échanger si facilement, et c'est du capital qui est appelé à être transmis. Hein, voilà ce que disent les juristes. Alors, affecter même le capital, pour un juriste, le capital privé, le compte en banque plus ou moins fourni que l'on a, il est au service de l'entretien de la famille ou de soi ou de la famille. Ça, c'est le juriste qui dit ça, qui pense le patrimoine comme ça, au service de la conservation. Capital protégé, hein, c'est le régime du domaine public. Domaine public, capital inaliénable, incessible, imprescriptible, etc. Le patrimoine commun de l'humanité, c'est un patrimoine ultra protégé. Le régime de l'Antarctique, le régime des fonds marins, c'est un capital protégé. Voilà. Et transmis parce que, précisément, on considère que le patrimoine est au service ou nous permet d'assumer notre responsabilité à l'égard des générations futures. Donc, effectivement, il y a tout un cadre juridique, toute une tradition juridique qu'il est utile de prendre en cause, sachant, alors ça, c'est un peu les mensonges de nos sociétés politiques, sachant que l'évolution de la gouvernementalité, pour parler comme Foucault, que l'évolution de la gouvernementalité depuis une trentaine d'années, sous le terme de gouvernance, ne va pas du tout dans ce sens-là, puisqu'il s'agit au contraire de renforcer les processus de négociation, d'échange, et finalement d'imposer une logique économique à la gestion des biens publics. Voilà. Donc il y a un paradoxe. Hein. On parle beaucoup de développement durable, de responsabilité écologique, etc. Mais en fait, l'évolution même de nos systèmes juridiques et politiques vont dans un sens opposé. Et l'exemple que j'ai donné, c'est le fait que pour résoudre les problèmes écologiques, les administrations ont favorisé, les entreprises ont favorisé l'émergence de l'économie environnementale, qui encore une fois est une économie qui a pour but de propager les lois du marché pour répondre aux problèmes environnementaux. Alors, je vais pas revenir sur les bilans d'émissions carbone. Mais soyons clairs, aujourd'hui, on a assisté à des baisses d'émissions carbone dans l'histoire récente du système productif, en 2008 ou en 2019, 2020. À chaque fois, c'est lié à des crises. La crise économique de 2008 ou la crise sanitaire de 2019-2020. Et dès que ces crises se sont éloignées, les taux les taux d'émissions ont augmenté. Donc, le marché
le fameux marché des quotas des droits d'émission, hein, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. L'idée que on peut échanger les... Hein, vous connaissez le système. Chaque entreprise reçoit des droits d'émission. Les entreprises les moins polluantes peuvent vendre leurs droits d'émission aux entreprises les plus polluantes. Voilà. Donc il y a un marché. Et on dit, ah oui, mais ce marché il va nous permettre de connaître le prix de l'externalité négative de la pollution atmosphérique. Bon, alors ça fonctionne depuis 20 ans en Europe, ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais l'idée qu'on va faire augmenter les prix parce que l'entreprise qui pollue doit payer un surprix, ça va inciter les entreprises à faire de la recherche technologique pour diminuer leur impact carbone. Eh bien, ça a surtout incité les entreprises à délocaliser dans des zones où les contraintes juridiques sont moins fortes qu'en Europe. Voilà. Donc, il faut revenir, il faut, comment dire, les techniques économiques ou les techniques où les technologies ne suffisent pas. Il faut avoir une approche globale, une approche à la fois institutionnelle, technique et économique, qui modifie notre rapport au capital, au travail et aux techniques. Voilà l'effort intellectuel et théorique qu'il est nécessaire de faire. Et je reviens sur ce point important. Ménager l'espace, ménager le temps, c'est véritablement la condition d'une transformation ou d'une voie vers un système productif plus apaisé, moins agressif, moins prédateur. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai essayé de défendre aujourd'hui, l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le paysage, sont des activités d'une importance considérable, mais qu'il ne faut pas voir simplement comme un supplément d'âme du système productif, mais comme un véritable instrument critique des modes de production contemporains. Comme l'architecture l'a toujours été. Alors simplement, le sens de la critique a changé. À l'époque de Vitruve, il s'agissait de fournir comme ça un cadre intellectuel et esthétique aux artisans. Et aujourd'hui, il s'agit de fournir un cadre intellectuel et juridique, intellectuel, au système productif. Donc finalement, on se retrouve ce sont les mêmes enjeux, mais le cadre est différent. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, et votre école en témoigne, que le cadre architectural ne répond plus aux critères du classique, parce que les limites que l'architecture est amenée à fixer au système productif sont d'une autre nature, d'une nature comment dire, de lutte contre l'entropie du système productif. Voilà. Merci beaucoup de nous présenter ce travail. Moi, j'aimerais bien te demander à quel horizon de temps tu réfléchis quand tu parles de développement durable, parce que c'est une notion du coup qui allie une question économique où il y a des économistes qui pensent, comment dire. Bon, bref, une notion économique et de l'autre une notion plus d'écosystème, oui, d'environnement, tout ça. Et
Et dans l'économie, les économistes ont un peu tendance à rouler une dette qu'ils appliquent aussi dans le champ de l'écosystème. Et du coup, ouais, quand tu développes, enfin, quand tu parles du développement durable comme tu l'entends, avec la technique et la distinction que tu fais entre les 3 types de techniques, à quel horizon de temps tu réfléchis? Et aussi, qu'est-ce qui guide et qu'est-ce qui motive ce développement, dans le sens où aussi le développement et la croissance, pendant longtemps, enfin, j'ai l'impression, est aussi basé du côté de l'économie et du côté de l'architecture sur un peu une promesse de on va vivre mieux, plus confortablement, voilà. Oui, alors, il y a plusieurs questions dans votre intervention. La première question, c'est évidemment une question sensible parce qu'on insiste beaucoup sur l'urgence de la situation, alors que là, j'ai vraiment l'impression de me donner du temps. C'est sûr. Mais c'est un peu, d'un point de vue méthodologique, que je me donne du temps. Parce que, vous voyez, là, notre responsabilité à l'égard des générations futures, eh bien, cette notion-là, elle n'est jamais aussi forte que si on réussit à la penser pour des générations extrêmement lointaines. C'est facile de se projeter pour ses enfants ou ses petits-enfants. Mais la véritable responsabilité, c'est la responsabilité portée au loin. Et paradoxalement, c'est quand on réussit à faire ce saut de pensée vers une durée assez lointaine qu'on se dit qu'il faut faire les choses dès maintenant. C'est ce paradoxe. Plus on se projette au loin, plus on ressent tout de même la nécessité de les faire dès maintenant. On a la responsabilité à l'égard des générations futures, c'est maintenant. C'est pas on a encore un peu de temps, demain on a encore un peu de marge. Plus on se projette au loin, plus on se dit non, on n'a pas de marge. Voilà. Donc voilà pour répondre à votre question. À la fois, effectivement, j'essaye d'avoir une conception de la durée longue, et puis en même temps, j'essaye de penser notre présence au présent. Voilà. Et le fait que nous devons agir maintenant. Vous vous rendez bien compte que l'ensemble de l'action politique aujourd'hui, c'est des actions d'ajournement. On voit bien le problème, mais donnez-nous du temps pour y répondre. Voilà. Donc, je suis sensible à cette question de l'urgence que vous évoquez. Vous évoquez un second point, le rapport de l'économie et de l'écologie. L'écologie, c'est une science des populations et de leur environnement, de tout type de population. Voilà. Et c'est une science qui se pose un certain nombre de questions, la protection de la biodiversité, lutte contre l'empoisonnement des sols, des eaux, réchauffement climatique, etc. etc. Bon, un certain nombre de questions topiques que la connaissance, qui progresse très fortement des écosystèmes, nous permet de prendre en compte. Mais je ne crois pas que le système productif des êtres humains relève d'un écosystème. C'est ça la difficulté. C'est déjà quelque chose qui est à la limite ou qui influe sur l'écosystème sans faire écosystème. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène et qui, à mes yeux, qu'il faudrait plutôt appeler capitalocène, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats qui sont tout de même des débats théoriques importants. Bon, c'est et le développement durable ne se pose pas ce type de questions. Il se pose la question, mais comment on peut assurer la vie des êtres humains avec leurs spécificités dans la contrainte écologique. Et ça, c'est une question d'économistes, de juristes, voire d'ingénieurs, de pas mal de monde, mais ce n'est pas une question d'écologistes. Voilà. Et simplement, il faut réussir à penser l'interaction
de l'écologie et du développement durable. Bon, intégrer les données écologiques dans le système productif, c'est très important. Mais faire en sorte aussi que l'écologie ait une dimension qui assume aussi la dimension productive de l'être humain. Moi, je veux bien qu'on arrête de produire. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des conflits sociaux, des conflits nationaux, internationaux extrêmement forts. On y assiste déjà. Je tiens si vous voulez, l'échec aujourd'hui des politiques environnementales, l'échec patent des politiques environnementales, fait que aujourd'hui beaucoup disent mais ça sert à rien, laissons tomber. C'est la position actuelle des États-Unis, toute récente des États-Unis. Bon, laissons tomber, ça sert à rien, ça crée de l'inflation, ça crée des conflits. Bon. Donc il faut réussir à surmonter l'ensemble de ces contradictions, et ça passe par un effort théorique qui, à mon sens, re-questionne les facteurs fondamentaux de la production, le capital, le travail, les techniques. Voilà, ça demande du temps, mais tant qu'on ne fait pas ce travail, il y a peu de chances que ça se transforme. Et donc, je vous invite, à travers vos études d'architecture, qui sont un observatoire formidable pour transformer le capital, le travail, les techniques, puisque vous êtes à l'articulation de cette triple dimension. C'est un observatoire formidable pour changer un certain nombre pour faire des propositions et pour montrer combien l'architecture aide à modifier notre regard sur ces facteurs, sur ces facteurs fondamentaux de la production. Et ça, l'écologie ne le permet pas. C'est pour ça l'idée de substituer l'écologie à l'architecture me semble une impasse. Alors je vais utiliser une formule facile, mais disons, l'architecture, c'est l'écologie du système productif. Ou pour le dire autrement, l'architecture, c'est la médiation entre l'écologie et le système productif. Voilà. Et cette médiation, c'est en soi-même une instauration. Il en a toujours été ainsi. Il en a toujours été ainsi. Quand vous lisez les vieux traités, le rapport au territoire, le rapport aux éléments, le soleil, l'air, la terre, l'eau, occupent une place considérable. Mais il est clair que dans les sociétés à base d'énergie, les sociétés qui ont donné naissance à ce type d'architecture à l'antique ou vitruvienne, voilà. Bon, la médiation, elle est facile. Vous lisez Alberti, la médiation, elle est évidente. Elle est même, elle est reposante. C'est vraiment une figure du repos, c'est une figure de la conciliation, de la réconciliation de l'être humain avec son environnement. C'est immédiat. Aujourd'hui, il n'est malheureusement plus possible de concevoir l'architecture comme réconciliation immédiate. Il faut qu'elle assume vraiment une tâche de transformation, de transformation des éléments qu'elle traite, comme le capital, comme le travail, comme les techniques. Voilà. Oui, bonjour, merci. Je me demandais comme ça si vous était possible de citer dans l'histoire récente de l'architecture soit un exemple de théorie ou de pratique qui, selon vous, illustrerait le plus cette architecture comme médiation
entre l'écologie et le système productif, ou cette architecture comme transformation du système productif? Est-ce que comme ça, vous auriez un exemple qui vous semble être représentatif de ce changement, en fait, de cette extension du domaine de l'architecture, ou de ce retour à ce qui était au départ l'architecture? Aujourd'hui, alors je retourne pas au corpus humaniste, hein, là j'aurais tout de même un certain nombre d'exemples, mais aujourd'hui, vous avez tout de même un certain nombre d'architectes qui travaillent dans cette perspective, à commencer par les architectes de cette école, pour qui c'est une question importante et qui font des propositions vraiment intéressantes. Hein. Alors, je ne dis pas qu'ils ont une approche comme ça, totalement globale, etc. Mais ils sont là-dedans. Bon, on pourrait citer l'ancien Grand Prix de l'urbanisme de l'année dernière, Simon Tessou, qui aussi travaille sur des choses comme ça. Et puis vous avez le Pritzker, qui a travaillé en Afrique, qui est aussi, rappelez-moi son nom, oui. Vous avez donc je trouve que c'est une question d'actualité, c'est une question qui est tout de même assez bien repérée dans l'actualité architecturale, non? C'est des choses qui sont en place sans aucun doute, hein, et où la question du rapport à l'espace et au temps occupe une place considérable. Je sais que Jean-Philippe Vassal a travaillé lorsqu'il était à Bordeaux. Lorsqu'il enseignait à Bordeaux, il a travaillé avec un autre professeur de Bordeaux que vous connaissez peut-être pas, qui est bien plus âgé, qui s'appelle Aldo Rifkin, qui est un professeur qui est retourné en Argentine, qui continue à enseigner en Argentine, qui a été professeur à Bordeaux, à Nancy, à Bordeaux, à Versailles. Et Aldo Rifkin a publié, a fait une recherche à laquelle j'ai participé en 1986 sur la constance de l'architecture, et où ces questions de l'espace et du temps sont déjà extrêmement présentes. Et je sais qu'Aldo Rifkin a beaucoup parlé avec Vassal de ces questions-là. Donc, vous voyez, on peut même faire une histoire, hein, de ces thématiques. Alors, en 86, la question écologique n'était pas aussi présente, et certainement pas dans le monde de l'architecture. Elle était présente ailleurs, mais dans l'architecture, elle n'était pas si présente que ça. Mais en tout cas, cette question d'un monde apaisé à travers l'architecture, dans son savoir de l'espace et du temps, ça, c'était des choses qui étaient qui sont présentes depuis très longtemps et qui font partie de l'histoire de l'Hackathon Vassal. Il y a eu une présentation là d'Aldo Rifkin, une discussion d'Aldo Rifkin, Vassal à la Villette il y a 3 semaines, et ces questions-là ont été abordées, et tout ça, ça nous ramené aux années 90. Hein. Voilà. Donc il y a des choses qui se font, hein, et dont vous êtes témoins.